Projet, les redressements fiscaux tous azimuts et le danger de la perte d'emploi au Sénégal, la protection sociale des enfants, la responsabilité parentale en question. Pour évoquer tous ces sujets, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche dans Remue Ménage Jean-Martin Colly, docteur en sociologie, directeur de l'Institut mariste d'enseignement supérieur à l'UCAO, spécialiste de l'éducation et de l'émigration, et le professeur Laman Baye, chercheur à l'université Amadou Mokhtar Mbow, spécialiste des traditions orales et narratives. Remue Ménage ce dimanche, 10h-11h, sur la radio Futur Média. Abdoulaye Diop à la technique au micro, Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, bonjour. 10h17 partout au Sénégal. Remue Ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Très rapidement, je m'en vais vous présenter nos deux invités qui ont fini de franchir le seuil de ce studio. Il s'agit de Dr Jean-Martin Colly. Jean-Martin Colly est sociologue spécialiste de l'éducation et de l'immigration. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Université catholique UCAO, c'est cela? Oui. Professeur Laman Baye, en face, il est enseignant-chercheur à l'Université Amadou Mokhtar Mbow. Bonjour. Bonjour Alimou. Alors donc, premier thème autour duquel vont se structurer nos échanges, bien sûr, l'immigration irrégulière tout d'abord, qui reprend de plus belle apparemment après une petite pause. C'est par vague qu'une bonne partie de nos concitoyens quittent la terre ferme pour emprunter des embarcations. Qu'est-ce que des embarcations de fortune, on dira, direction l'Europe, avec tout ce que cela concerne, tout ce que cela dit, tout cela se termine mal, on le sait. Qu'est-ce que cela dit, Jean-Martin Colly, de cette reprise de ces navettes de la mort, ces départs sont-ils liés à un début de désenchantement des jeunes après tout ce qu'on a connu, l'enthousiasme après l'arrivée de ce nouveau pouvoir? Permettez-moi en début d'intervention de saluer vos auditeurs et de vous remercier pour l'invitation. Sur la question migratoire, il y a deux aspects qu'il faut analyser. Le premier aspect, la migration en tant que telle, c'est un phénomène de mobilité. Et en lui-même, il n'est pas anormal. Il participe du monde et il participe de la construction du monde. Depuis que le monde est monde, nous avons toujours été en déplacement pour aller vers des contrées. Déplacement, en tout cas, généralement, au niveau de la sous-région, en tout cas, dans le continent africain, généralement, les Africains se déplacent. Oui, parce qu'il faut savoir savoir que les migrations africaines sont essentiellement intra-africaines. C'est cela, intra-africaines. Maintenant, sur la question particulière du fait de prendre des pirogues pour aller vers un autre monde, avec tout ce que cela suppose comme élément aléatoire, voilà, il y a deux aspects qu'il faut bien analyser. Le premier aspect, c'est l'écart entre les deux dimensions, l'Afrique en tant que continent et puis l'Europe en tant que continent. Le premier aspect sur lequel il faut bien réfléchir, c'est la dimension fantasmagorique de ce que l'Europe représente chez beaucoup d'entre nous. Et chez beaucoup de personnes, quand vous les questionnez, faites un petit sondage autour de vous, quand vous leur parlez d'Europe, globalement, ils ont les yeux qui brillent et ils y croient que tout y est facile, tout y est accessible et tout y est possible. Ces mêmes individus, si vous les questionnez sur leur sort local, vous avez l'impression qu'ici tout est bouché. Et donc quand vous avez un tel écart entre deux espaces, un espace au sein duquel certains acteurs vous disent qu'il n'y a plus d'espoir, et un autre où on pense, où on présuppose, où on fantasme que tout est possible, ne soyons pas surpris que l'espace supposé ouvert va attirer, quel que soit. Et contre cette histoire-là, il est extrêmement difficile de combattre, de lutter, voire d'éradiquer. Le deuxième élément, n'oublions pas que le Sénégal est un pays d'émigration. De manière traditionnelle, les Sénégalais se sont toujours déplacés, principalement vers la France, parce qu'on a une histoire avec la France, quelle qu'elle soit. Et donc il y a une habitude. Et cette histoire-là se poursuit encore de nos jours sous d'autres formes. Elle a connu des évolutions sur lesquelles je ne reviendrai pas pour ne pas m'étendre trop longtemps, mais de manière récente. De par la montée en puissance dans le pays d'Europe, des opinions d'extrême droite, radicales, racistes et xénophobes, les Européens se sont barricadés. Oui. Ça veut dire que l'accès dans ces territoires-là est devenu plus difficile. Et c'est parce que l'accès est devenu difficile, de manière générale, que d'autres voies migratoires se sont inscrits. Vers le Sahara. Voilà, d'où le fait que les gens choisissent quelquefois passer par le désert, d'autres qui prennent la mer pour y aller. Mais il est, je vais dire, très difficile d'arrêter ces mouvements-là. Et le fait que l'Europe ait élevé le niveau d'entrée sur le territoire, dans un niveau d'entrée à la fois administratif, le niveau d'entrée économique, le fait que l'Europe ait aussi élevé les conditions d'intégration sur son territoire, a fermé la porte à nombre de candidats
qui veulent aller en Europe. Et quelles que soient les raisons, on peut y aller pour étudier, on peut y aller pour se soigner, pour faire des affaires, et on peut y aller aussi pour faire du tourisme et découvrir. L'aventure fait partie de la vie humaine, ne l'oublions pas. Et donc les gens qui prennent aussi des fois le désert, ils peuvent vous dire je vais à l'aventure. Humainement, c'est pas condamnable. Hein. Ce qui nous fait peur, c'est le danger lié à ce voyage. L'autre élément qui me paraît très dangereux, c'est l'espoir complètement, je vais dire, surnaturel, qui fait penser qu'en Europe tout est possible. Et je dis souvent à des individus, autant dans nos pays, oui, la vie est difficile, oui, elle est complexe, oui, elle n'est pas facile, mais n'oublions pas qu'en Europe aussi, elle est difficile. N'oublions pas non plus qu'en Europe, elle est complexe. N'oublions pas non plus qu'en Europe, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Donc cette attractivité-là et cette dimension irrationnelle donnent lieu à ces risques quelquefois inconsidérés qui poussent des individus pour des raisons quelquefois qu'on ne maîtrise pas toujours, à vouloir coûte que coûte quitter ici, pensant qu'ailleurs c'est plus facile et c'est meilleur. Voilà. Alors donc, professeur Lamane Baye, je vous interroge sur cette question, sur cette dimension un peu irrationnelle de l'aventure, l'appel du mirage de l'autre côté de l'Europe. Vous êtes spécialiste des traditions orales. Qu'est-ce qui se fait ou bien qu'est-ce qui ne se fait pas au sein de la famille pour que on en arrive à une situation où on a du mal à déconstruire aujourd'hui tout cela? Merci Alimou. Bonjour donc à tous les auditeurs de RFM. Merci docteur Coly. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement dire que cet appel de l'ailleurs a été de tout temps. Il l'a dit tout à l'heure, le Sénégal est un pays d'émigrés. Les gens ont toujours eu en fait à partir. C'était d'abord la Côte d'Ivoire, c'est ensuite la France, c'est aujourd'hui l'Italie, les États-Unis. Bref, ils sont partout dans le monde. Vous avez raison, mais ce qu'on appelle chez nous en littérature la dramatisation s'est inscrite. D'habitude, c'est des gens qui partaient seuls. Mais aujourd'hui, on voit des familles. Le père. C'est par groupe qu'on parle. C'est par groupe que les gens partent. C'est des familles qui partent. C'est des familles qui partent. Et c'est ça qui inquiète aujourd'hui. Je crois que beaucoup de thèses ont été soutenues sur les questions migratoires. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur les questions migratoires. Beaucoup de plateaux comme celui-ci ont été organisés sur les questions migratoires. Mais il y a encore plus grave aujourd'hui. Les gens allaient à l'appel de l'ailleurs, à l'appel d'un espoir, peut-être d'un Eldorado, à la recherche d'un Eldorado. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quoi, Alimou? Je crois que la question la plus grave aujourd'hui, c'est que les gens bradent aujourd'hui leur taxi, ils vendent leurs ateliers. C'est des gens qui étaient là, donc qui ont un emploi, oui. qui bradent leur commerce et qui partent. C'est ça la gravité. Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'on doit arriver aussi à une déconstruction d'un imaginaire. Cet imaginaire, c'est quoi? C'est que rien n'est bon ici et tout est luxurieux de l'autre côté. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Mais comment on est arrivé à cette situation où cet tailleur est beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant et que chez nous, les prairies sont sèches? C'est quoi le problème? Pourquoi on a eu cet imaginaire? Comment on est arrivé à construire cela et à l'avoir dans le dur? Mais parce que tout simplement, l'Europe a été de tout temps un mirage pour nous. Il faut interroger la littérature, il faut interroger nos textes. Même les gens qui quittent le village pour venir à la ville, c'est le premier mirage. Moi, je me souviens d'un texte qu'on avait fait en classe de CM2, je crois que c'était une dictée, on disait que quand Ibrahim arriva à la ville, il crut qu'il allait se retrouver dans un autre monde différent de son petit village qui ne connaissait que l'agriculture. Il avait tant entendu parler de cette ville merveilleuse où les gens gagnaient beaucoup d'argent sans effort. Et c'était ça en fait. D'abord au niveau du pays, mais ensuite au niveau de l'Occident. L'Occident a été de tout temps... Qui participe à la construction de ces mirages? Qui? C'est les familles d'abord, parce que c'est des gens qui partent, qui reviennent, qui amènent de l'argent, qui construisent, mais on dit à son fils ou bien à son neveu, mais tu as vu la villa de tel, tu as vu le sort de tel, mais il faut partir. Souvent c'est au niveau des familles, la déconstruction doit partir de la famille elle-même. Parce que c'est là-bas que se construise la volonté d'avoir un imaginaire qui puisse pousser nos jeunes à aller et à revenir pour être, n'est-ce pas, tout simplement respectés. La notion de teki doit être aujourd'hui revue. Ouais. Parce que tout simplement, ce ne sont pas ceux qui partent seulement qui réussissent. On peut être là et réussir. Il y a des gens qui sont nés ici, qui ont investi ici et qui ont réussi. Je crois qu'il faut valoriser aujourd'hui ce que l'on a. Il faut aujourd'hui, à l'époque où on parle de gaz, où on parle de pétrole, il faut reconstruire cette mémoire. Il faut redonner confiance aux jeunes. Nos politiques de l'emploi, il faut qu'on les revoie. Il faut qu'on revoie notre rapport par rapport à la terre.
ce ne sont pas seulement des paysans, mais aujourd'hui, on doit avoir des agriculteurs. On doit avoir des gens qui sont équipés de tracteurs, qui ont des moyens, qui sortent d'écoles agricoles, etc., et qui puissent investir dans la terre pour pouvoir, n'est-ce pas, tout simplement réussir. L'Occident n'est pas simplement le seul attrait. Alors donc, Jean-Martin Colly, vous avez beaucoup travaillé sur le phénomène migratoire. Quel est le profil de ces personnes qui partent tout à l'heure, on a parlé de familles qui se déplacent généralement, et cette émigration se féminise aussi. On voit aussi beaucoup de dames parmi ceux qui prennent un peu ces routes de la mort, des paysans, des enseignants, on dira des baobaols, entre guillemets. Qui exactement? Qu'est-ce qui domine? De manière historique et traditionnelle, en fait, les départs Afrique vers l'Europe se sont construits selon la demande des pays européens. Et traditionnellement, l'époque la plus, je vais dire, prégnante a été l'après-guerre pour l'Europe, où il a fallu reconstruire l'Europe. Après 1945. Après 45. Ils ont eu besoin de main-d'œuvre pour reconstruire les pays. Ils ont essentiellement demandé aux pays africains de leur fournir une main-d'œuvre. Les gens venaient principalement des zones rurales et directement atterrissaient en Europe. Après 1970, les Européens ont à peu près décrété la fin de la migration liée au travail. Et elle était liée au travail, elle était liée à la famille, pour reprendre les propos du professeur, en disant que désormais, nous n'avons plus les moyens d'accueillir et d'intégrer convenablement tout le monde. Et c'est là progressivement que notre type de migration a commencé à naître. On a vu arriver sur le territoire européen, principalement des gens à très bas niveau de formation, cherchant principalement à faire quoi? À vendre leur force au travail. Aujourd'hui, les profils se sont vachement diversifiés. Permettez-moi l'expression. Quand je dis diversifié, c'est tout le monde qui veut aller. On a même vu des fonctionnaires démissionner de la fonction publique pour aller vivre en Europe. Je me dis, mais où est-ce qu'on est? Quelqu'un qui, chez lui, est installé, a un statut, est reconnu, il a un salaire, malgré tout, il arrête tout ce qu'il a ici pour aller s'installer dans l'ailleurs. Et c'est pour ça que je vous évoque la dimension irrationnelle. Les profils se sont diversifiés. Ils sont encore de nos jours essentiellement jeunes, parce que pour partir loin de chez soi, il faut être jeune et fort, être résistant et être endurant, et avoir l'avenir devant soi. Ça n'empêche qu'on a des cinquantenaires qui migrent, on en a connu quand même, qui, poussés par ce que le professeur a dit tout à l'heure, on vous dit le voisin d'à côté, regardez ce qu'il a fait. Il a construit un immeuble. Il a ceci, vous êtes là. Vous avez quelque chose, certes, mais vous dites c'est pas suffisant, parce que dans nos pays, n'oublions pas les phénomènes de solidarité. Un salaire fait vivre combien de personnes? Et ce ratio-là, entre 1 et 10, 1 et 15, va faire que ce que quelqu'un gagne à titre personnel, si on regarde objectivement le salaire lui est consacré, ne suffira pas. Et si vous écoutez les discours des migrants, beaucoup vous disent, moi j'ai envie d'y aller pour aider ma famille. C'est le mot qu'on entend le plus, hein. Je veux y aller pour quoi faire? Pour aider ma famille. Ça laisse à présupposer que quand ils sont ici, peut-être qu'ils ont de quoi vivre, peut-être pour eux, mais ce qu'ils ont ici, peut-être pour eux, ne suffit pas pour la famille. Pour la famille. Et on évoque souvent les mamans, on évoque souvent les personnes âgées. Et donc cette extension de la demande sociale, la pression locale, pousse des individus, y compris plus ou moins stables, et assis ici, à vouloir partir. Nous avons des enseignants qui migrent de plus en plus. Le professeur le sait très bien, certains quittent des postes universitaires dans nos pays, avec des laboratoires extérieurs, se font débaucher et restent. Le Canada est très fort dans ce domaine. J'en connais beaucoup qui se sont installés. Sans vous parler de moi, j'ai même été tenté par cette histoire-là, parce que j'ai vécu longtemps en Europe, mais je suis revenu travailler au Sénégal, c'est une volonté personnelle. Donc les pays internationaux sont clairs, ils ont besoin de main-d'œuvre, ils vont la chercher où elle est. Si elle est qualifiée, on va la chercher. Si elle n'est pas qualifiée, l'Espagne et l'Italie le font très bien pour les récoltes saisonnières. Ils signent des conventions avec les pays africains. Sur 3 mois, 4 mois, vous nous envoyez 100 000, 200 000 jeunes venir récolter nos fruits, nos légumes et consorts, et puis ils repartent chez eux. C'est le libéralisme économique, hein, c'est le capitalisme, tu le veux, mais nos migrations sont fortement liées aux demandes des pays. Et donc c'est en fonction de ces demandes-là que se structurent les départs. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors donc, le docteur Martin Colly a parlé de pression, en tout cas locale, de pôle de solidarité. Je vais en Europe pour aider ma famille, pour aider mes parents, en tout cas dans sa grande acception, on dira. Donc, pour déconstruire, il faudra travailler beaucoup sur les familles. C'est pourquoi... vous êtes spécialiste de la tradition orale. C'est pourquoi, Alimou, je crois qu'il y a un énorme travail à faire au niveau de l'éducation. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, la transformation systémique dont parlent les nouvelles autorités, et cette transformation concerne également notre prise en charge de la question migratoire. Et aujourd'hui, toute cette transformation repose sur un élément moteur, c'est l'école.
Comment aujourd'hui l'école en tant que cadre, comment l'école en tant qu'instrument, en tant qu'outil, n'est-ce pas, tout simplement de dispense du savoir et de l'éducation peut permettre à régler certaines questions. À mon avis, il est important aujourd'hui d'inscrire des modules d'explication même de ce phénomène-là, de montrer dès le jeune âge que l'ailleurs n'est pas la seule solution, qu'on peut à partir, n'est-ce pas, tout simplement de ses propres réalités, mais également se projeter. Je crois que c'est important. Il a parlé tout à l'heure de ses profs d'université. Ils sont aujourd'hui à Columbia, ils sont aujourd'hui à Cape Town, ils sont aujourd'hui au Canada, ils sont partout dans le monde aujourd'hui. Ils ont tout donné au Sénégal, mais après ils partent. Je crois que ça aussi. Parce que le salaire ne suffit pas. Non, c'est pas une question de salaire, c'est autre chose. Je crois qu'il faut interroger aujourd'hui. C'est pourquoi cette approche est une approche. C'est une approche holistique. Elle est vraiment holistique. Je disais que la question migratoire est comme la bouse de vache, qui est souvent considérée comme combustible ailleurs. Vous savez que la bouse de vache, c'est la braise sous la cendre. Entre les départs et la médiatisation, comme disait le docteur Colli tout à l'heure, dans les coulisses, je crois qu'il y a une différence. Mais ce travail-là doit être un travail, une approche vraiment, en tout cas, inclusive, dans laquelle vous retrouverez les religieux, vous retrouverez la société civile, vous retrouverez en tout cas tous les acteurs aujourd'hui qui gravitent autour de la question de l'éducation pour pouvoir en tout cas régler cette question qui est aujourd'hui pressante et qui est également mortelle. On perd beaucoup de jeunes aujourd'hui. La mer a beaucoup englouti. Et ça, c'est une question extrêmement grave. D'habitude, on disait que c'est la famine qui fait partir. On disait souvent que ce sont les dictatures qui font partir. On disait souvent que ce sont les guerres. Mais rien de cela. Et les gens continuent encore à partir. Il y a problème. Donc, docteur Martin Colli, l'aspect économique, c'est juste un élément. C'est juste un élément. C'est pas tout. L'économie, parce que si on a migré que pour des raisons économiques, beaucoup resteraient, hein, parce que on n'est pas un pays... Si même chez les jeunes. Même chez les jeunes. On n'est pas un pays au Sénégal, comme l'a dit le professeur, où nous sommes en situation de famine, on n'est pas sous dictature, malgré tout, observer le réel en face, la tentation d'aller ailleurs est forte. Et cette tentation-là, c'est d'abord une tentation qui facilement peut se traduire en réalité. Sur un fait très simple, sur un fait très banal. Aujourd'hui, je rencontre une difficulté chez moi, je suis pas content, je suis énervé. Demain, je rencontre une difficulté chez moi, je suis pas content, je suis énervé. Mais la question que je vais me poser, c'est pourquoi ne pas voir ce qui se passe à côté? Surtout si à côté j'ai quelqu'un qui me dit, mais toi, qu'est-ce que tu attends? Ici, j'ai ceci, ici, j'ai cela. La force des médias, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, est extrêmement importante, et la force des technologies de l'information est extrêmement importante dans cette histoire globale. Parce que la migration, désormais, est une histoire globale. Et c'est parce qu'elle est globale que certaines contrées, de par la communication politique des contrées, vont devenir attractives. Je travaille beaucoup sur les éléments de communication. Si vous observez les médias occidentaux, regardez comment ils communiquent sur eux. Qu'est-ce qu'ils nous montrent d'eux? Ils nous montrent d'eux des aspects très favorables de leur pays. Et nous, quand on communique sur nous, regardons ce que nous montrons de nous. On montre les guerres, on montre les famines. Et cette histoire-là va créer des déconnexions très fortes. D'où l'attraction, répulsion. Répulsion sur son territoire, attraction pour un territoire autre. Tu vois, c'est un concept de la migratoire, le push and pull, où nos territoires, je vais dire, montrés et quelquefois même caricaturés à outrance, comme étant des territoires de pauvreté, de famine, d'instabilité, de dictature, de coup d'État, on finit même par faire rentrer dans la tête de cet individu-là que rien ne va dans ce bas monde. Autant aller chercher ailleurs de la stabilité, qui malheureusement n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde où les choses sont faciles. Dans tous les pays, il y a des difficultés et elles sont énormes. Elles sont beaucoup plus fortes sur le migrant qui va ailleurs. Parce que n'oublions pas, quand on s'installe ailleurs, on recommence sa vie. Absolument. On reprend tout. C'est-à-dire, les quelques éléments d'acquis qu'on a ici, quand on va s'installer dans un pays qui n'est pas le nôtre, on reprend tout à zéro. Et je peux vous dire, pour avoir été migrant pendant très longtemps, que ce n'est pas une sinécure. C'est extrêmement difficile. Ne cachons pas les échecs aussi dans la migration. Nous avons beaucoup de compatriotes qui sont partis et qui de nos jours vivent des situations difficiles. Quelquefois c'est des gens partis étudier, quelquefois c'est des gens partis travailler, quelquefois c'est des gens partis à l'aventure dont les familles ont perdu la trace, qui sont dans des difficultés que vous ne mesurez pas. Et elles sont très lourdes. Et l'un des discours des pays européens sur la présence africaine, c'est celui-là. C'est qu'ils disent souvent que les Africains deviennent très vite des problèmes sociaux. Et les problèmes sociaux ont un coût pour une économie. Parce qu'il faut les prendre en charge, il faut les payer. Et donc on paye pour qui? On paye pour ses ressortissants à soi ou on paye pour l'étranger? Et c'est comme ça que les idées racistes sont montées en gamme en se disant, nous si on travaille, si on paye les impôts, c'est pour créer une solidarité locale. Et non pour être solidaire avec les gens qui n'ont pas payé leurs impôts chez nous.
Donc ces éléments-là, ne les oublions pas. Ils sont extrêmement complexes et ce discours dont parlait le professeur, il faut tenir ces propos-là dans les situations à la fois familiales, scolaires, dans ce que moi j'appelle l'éducation populaire. Il faut qu'on ait des rencontres, des discussions, des éclairages sur le réel. Le réel. Et donc oui, ce gap présupposé qui nous a été vendu depuis très longtemps et qui ne sera pas si facile que ça à couper d'entrée, il va falloir l'affronter et dire les choses telles qu'elles sont et surtout valoriser nos territoires. Il y a énormément d'aspects, de situations que l'on pourrait mettre en avant, qui sont déjà mises en avant et sur lesquels on doit communiquer un peu plus et un peu mieux afin d'éviter que les gens pensent que tout est bon ailleurs et que rien n'est bon ici. Alors donc, professeur Lamane Baye, docteur Martin Coly a pointé du doigt les réussites du voisin comme étant des éléments, des facteurs qui contribuent fortement à la migration, l'appel de l'ailleurs, mais on montre très rarement les échecs dans les familles et je sais qu'il y en a beaucoup. Mais je crois que ça, c'est une question fondamentale. Ouais. Moi, j'ai discuté avec un de nos grands frères qui vit aujourd'hui aux États-Unis, qui m'a dit que c'est un Sénégalais qui lui dit à New York, quelqu'un qui est arrivé, qui a vendu son commerce, qui était bien installé ici au Sénégal, qui arrive à New York et qui se trouve dans des conditions extrêmement difficiles. Par le Nicaragua, c'est ça? Tout simplement, qui lui dit que je n'ai jamais compris qu'on pouvait vendre, n'est-ce pas, tout simplement une situation réelle, un emploi réel, le vendre, n'est-ce pas, tout simplement pour du vent. Parce qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation qui est extraordinaire. J'étais dans une situation meilleure à Dakar, mais aujourd'hui, à New York, je vis, n'est-ce pas, comme étant tout simplement, mais moins que rien. Oui. Et là, c'est tout simplement, en fait, je crois que des échecs, et il y en a eu certainement, il y en a eu beaucoup. Il faut qu'on le montre, et je crois que c'est... Et la place des médias dans tout cela, on sait que tout à l'heure, le docteur Martin Coly a parlé un peu d'image, et puis il a parlé aussi de communication, communiquer sur soi aussi, pour valoriser ce qu'on a peut-être au Sénégal et dans les pays africains de manière générale, pour essayer d'éviter un peu ce contraste qui crée cette situation problématique. Qu'est-ce que nos médias aujourd'hui devraient, sur quoi devraient-ils travailler pour peut-être essayer de remettre les choses à l'endroit et aider les migrants peut-être à croire davantage en eux? Il y a un gros travail au niveau à faire. Moi j'appelle ça les représentations sociales. C'est comment nous, en tant que Sénégalais, comment en tant qu'Africains, on se représente soi-même, ce que nous sommes. Et ce que nous sommes doit être, à mon avis, sans exagération, être présenté dans un réel à la fois social, économique, culturel, et j'en passe. Il y a toute une cosmogonie locale qu'il faut valoriser pour ce qu'elle est, sans la mettre en relief avec l'ailleurs. Et on a été tellement abreuvé dans ce rapport, qui a été un rapport très ancien, colonial, et j'en passe, entre nous et d'autres, qui fasse qu'il y a une déconnexion et qui fasse qu'il y a quand même des choses. Donc aujourd'hui, il faut reprendre en main nos représentations de ce que nous sommes, ou de manière très claire, en rapport avec nos environnements, et valoriser, et sans exagérer, ce qui se fait et les possibilités existantes ici. Parce que je pense qu'il y a des possibilités qui sont là, qui doivent être transmises, accompagnées, mises en œuvre, et j'en passe. Cet élément-là me paraît utile et fort. Il faut simplement qu'on apprenne par rapport à la cosmogonie locale à nous incarner de manière un peu plus forte et un peu plus affirmée et un peu plus claire dans notre existence et apprendre à ces jeunes candidats à la migration que des possibilités territoriales sont quand même quelque chose sur lequel on devrait pouvoir travailler. L'exemple, en tout cas, qui me vient en tête le plus rapidement possible, c'est le monde rural. Nous sommes, à mon avis, un pays encore très rural et il y a un nombre de choses incalculables qui pourraient se faire dans cet environnement-là. N'oublions pas qu'une bonne partie des candidats aux pirogues proviennent du monde rural. Et donc, il y a un gros travail à faire dans cet environnement rural. Déserté de par ces populations, la désertification rurale est dangereuse parce qu'elle nous fait perdre des bras. N'oublions pas que c'est le monde rural qui nous nourrit. Et donc, si on n'a personne pour cultiver, qu'est-ce qu'on mange? Posons-nous la question, hein. C'est pour ça que les Européens prennent nos enfants pour aller cultiver chez eux. Alors, professeur Lamane Baye, quelle est la place de l'État dans la valorisation de ces possibilités économiques, en tout cas au Sénégal? Parce qu'on sait quand même c'est important, il faut donner un peu d'espoir malgré tout ce qu'on peut en dire. Hein. Vous savez, Alimou, je crois que chaque gouvernement qui arrive... Les jeunes ont envie d'être aidés pour rester. Chaque gouvernement qui arrive présente en fait... son orientation, sa vision par rapport à la prise en charge de la question migratoire. Mais très souvent,
c'est des éléments disparates. Je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir une réelle politique migratoire. Une réelle politique migratoire et évaluer, faire le diagnostic sur ce qui a été fait. Pourquoi les politiques migratoires de 1960 à aujourd'hui ont échoué. Il est important de s'arrêter, de s'interroger, d'interroger la mémoire de la migration au Sénégal. Pourquoi on échoue sur certaines questions? Je disais tout à l'heure qu'il y a la médiatisation, il y a les départs. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que les gens ne partent pas. Les gens partent toujours. Ils partent et ça continue. Et je crois que beaucoup d'argent, quand même, a été investi. Mais est-ce que ça a touché réellement les cibles? Est-ce que réellement cette question migratoire a été analysée de fond en comble? Est-ce que tous les acteurs ont pris part, n'est-ce pas, tout simplement aux décisions? Il nous faut aujourd'hui donc faire ce diagnostic-là. Il faut s'arrêter, interroger, regarder dans le rétroviseur, non pas pour s'ancrer, mais pour avoir des solutions qui pourront, en tout cas, ouvrir des perspectives heureuses. Et sans cela, il y aura des problèmes. Il est temps aujourd'hui, peut-être, mais de faire les assises de la migration au Sénégal. Il est aujourd'hui temps, n'est-ce pas, de poser les questions et d'interroger et d'amener tous les acteurs qui tournent autour de la question migratoire. Je parlais tout à l'heure de la société civile, je parlais tout à l'heure des communicateurs traditionnels, je parle des Badianougor, je parle de l'État, et donc tout le monde aujourd'hui doit s'affairer autour de cette question parce qu'elle a trop duré et les gens continuent encore à mourir et c'est extrêmement grave. Jean-Martin Colly, pourquoi nos dames prennent les pirogues elles aussi? Mais les dames prennent des pirogues, je vais rapidement, sans faire de l'histoire, les dames ont toujours migré, il faut le savoir. Le premier phénomène d'émigration des dames, c'est qu'elles allaient rejoindre leur mari, qui était installé ailleurs. Donc c'est pas nouveau. Et je vous l'ai dit, si elles allaient rejoindre leur mari, parce que la plupart des migrants qui partaient jeunes, non mariés, s'installaient, situation plus ou moins stable, je me marie, mon épouse est au Sénégal, je la fais venir. Aujourd'hui, je l'ai rappelé tout à l'heure, les conditions d'entrée se sont durcies. Il est de moins en moins facile, avec la question qu'on appelle en Europe la question du regroupement familial, de rejoindre un époux ou une épouse. C'est extrêmement dur. On vous demande des fois 5 ans de mariage. Imaginez le mari ailleurs, la femme ici, et vice-versa. C'est quasiment impossible. Pour des gens mariés, dont la pression sociale peut leur demander des enfants, ce qui se passe dans nos pays, c'est comment faire. Et donc certaines choisissent ces voies, qui sont des voies irrégulières, mais pour rejoindre les maris. Les dames sont souvent inscrites dans cette question qui consiste à aller rejoindre un époux installé ailleurs, qui n'a peut-être pas forcément de situation administrative stable, qu'elles veulent rejoindre pour vivre de manière maritale. Et c'est pour ça qu'elles partent. On a aujourd'hui, avec les nouvelles migrations, des dames qui y vont toutes seules. Parce qu'elles ont envie de s'accomplir. Comme les hommes veulent s'accomplir, avec la montée en puissance des questions relatives au genre, il y a des dames qui y vont toutes seules pour s'accomplir, pour chercher un peu de liberté, comme le disent certains, pour chercher de l'employabilité, pour vivre dans un environnement autre. Donc c'est une question légitime chez elles. Hein. Donc voilà, on a ces deux groupes, les dames qui vont rejoindre du point de vue marital, et puis celles qui vont pour l'accomplissement individuel, qui est la réussite et la réalisation d'un projet personnel migratoire. Alors donc, on va avancer un peu, parler de la petite enfance. Hein. Oui. On a vu des enfants qui meurent dans des épaves de véhicules. Ça interroge un peu sur le rôle, la place que les pères de famille, les mères de famille, on dira la famille de manière générale, la place de l'enfant au sein de la famille. Est-ce que l'enfant se sent véritablement en sécurité au Sénégal, au sein de sa famille? Professeur Lamane? Oui, merci Alimou. Je crois que la question de la prise donc de l'enfance d'une manière générale a été de tout temps au Sénégal une question sociale. Ouais. Le portage a été social. Malheureusement, avec l'avènement de la colonisation et l'avènement, n'est-ce pas, d'autres événements douloureux, il y a aujourd'hui une sorte de desserrement. Avec la modernisation, le départ du papa pour le travail, de la maman aujourd'hui qui n'est plus au foyer seulement, mais qui s'est accomplie, qui est au travail, avec une seule bonne qui est à la maison, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une sorte de lien brisé entre l'enfant et sa propre famille. Et sa propre famille. Il y a quelqu'un qui disait un jour, c'est difficile à comprendre, il m'a dit que depuis 2 ans, je n'ai pas vu mes enfants. Je dis, mais ça c'est paradoxal, vous dormez sous le même toit. Il me dit que j'habite la profonde banlieue. Quand je quitte le matin, les enfants sont au lit. Et quand je reviens très tard le soir, les enfants sont au lit. Du lundi au dimanche? Il y a là problème. C'est difficile. Parce que les gens travaillent souvent dans des conditions difficiles qui font que le foyer n'est plus aujourd'hui le lieu où cette éducation-là était dispensée. Mais c'est vrai que les dernières réalités montrent que
l'enfance quand même est un peu en danger. Et il y a aujourd'hui quand même intérêt pour tout le monde. Au propre de sa famille, l'enfant, même en danger au sein de sa propre famille. Ce qu'il faut savoir par rapport à la famille, le premier rôle d'une famille, c'est un rôle de protection. La famille a comme mission principale et première protéger les gens qui sont dans les familles. Donc quand je dis c'est un rôle primordial. Et pour rejoindre ce que le professeur vient de dire, regardez bien l'histoire de nos familles. Nous sommes partis dans des histoires familiales où, de manière historique, on avait à peu près dans le couple un seul individu qui allait chercher de quoi faire vivre la famille. C'était généralement le papa. Et les mamans étaient plus ou moins assignées, et j'utilise ce terme à dessein, à l'éducation des enfants. Avec la modernisation et l'évolution de nos sociétés, à la fois le papa est contraint d'aller chercher, la maman aussi est contrainte d'aller chercher. Donc ce modèle familial sénégalais ancré autour d'une maman qui, elle, est transmetteuse, éducatrice, qui est le socle de la famille, qui désormais va chercher comme le papa à disloquer complètement le lien et ne donne pas néanmoins de moyens au papa et à la maman pour pallier ce manque. D'où l'introduction des, comme ils ont dit, des bonnes et des ménagères, mais qui n'ont pas de légitimité par rapport à ça. Elles sont employées. Elles ne sont pas génitrices ni géniteurs. Et quand elles sont employées, leur rôle est limité. Donc cette perturbation-là, si elle n'est pas accompagnée, à mon avis, l'un des accompagnements peut-être institutionnels, à savoir avec la création d'institutions scolaires, de prime enfance, de prise en charge des enfants, alors que les parents ne sont pas là. Mais si les enfants, pendant que les parents ne sont pas là, sont laissés entre les mains de quelqu'un dont la légitimité peut être questionnée, dont l'engagement familial peut être questionné, ça va poser des difficultés. Donc, à des dérégulations sociales, parce que le lien social familial, il s'est distendu. C'est ce qu'on appelle la dislocation du lien social intrafamilial. Et s'il s'est distendu, et s'il n'y a pas de palliatif, les grands-parents jouaient ce rôle. Maintenant, s'ils sont loin... Ils ne sont plus en ville. Ils sont très loin. Et les conditions de déplacement dans nos villes sont hallucinantes. Le professeur vient de le dire. Pour faire 15 km, on passe 4 heures de temps. Imaginez l'épuisement de la personne. Imaginez vous lever le matin, amener les enfants chez le grand-père, aller travailler, revenir les chercher le soir. Vous ne vivez pas. À 50 ans, c'est fini, hein, qu'on se le dise, quoi. Donc cette histoire-là, il faut des réponses aussi institutionnelles. Parce que les familles ont longtemps porté ce projet selon un modèle. La modernité étant ce qu'elle est, la pression pour l'emploi étant ce qu'elle est, a fait en sorte que dans les familles désormais, papa va chercher, maman va chercher. Et donc les enfants, quand ils sont en bas âge, ils sont à peu près seuls. Et s'il n'y a pas une réponse institutionnelle pour les prendre en charge, ça va être difficile de continuer à les protéger dans ce sens et dans le sens que j'ai évoqué tout à l'heure. Quelle pourrait être la réponse institutionnelle, professeur Lamane? Vous savez, aujourd'hui, l'école est en train de jouer quand même un rôle important. Il y a l'Agence nationale de la case des tout-petits qui joue un rôle extrêmement important, qui a côtoyé pendant longtemps le ministère de l'Éducation nationale, mais dernièrement, la case a été donc ramenée au niveau de l'éducation pour plus de cohérence. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le passage d'un système éducatif vers une société éducative, on est en train aujourd'hui de faire jouer à la société son rôle. Ce n'est plus seulement l'école de Jules Ferry, avec, n'est-ce pas, tout simplement la classe, le maître, l'école, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est toute la famille, c'est toute la société. Il y a un portage social qui fait aujourd'hui que l'enfant, aujourd'hui, est encadré. Avec, on va aujourd'hui vers une grande réforme. Et cette grande réforme donc va toucher donc tous les curricula. Donc on va introduire l'anglais, on va introduire l'arabe, les dara, la prise en charge des dara, l'inclusion, donc les personnes à mobilité réduite, les malvoyants. Donc aujourd'hui il y a tout un écosystème qui est là et l'environnement est favorable pour que tout simplement, en tout cas, l'enfant sénégalais puisse s'épanouir, être en sécurité et pouvoir, n'est-ce pas, vivre dignement et grandir. Je crois que donc il y a là un énorme travail à faire et que dans notre société traditionnelle, c'est important aussi de le dire, il faut interroger nos contes, nos mythes, nos légendes, nos proverbes. L'enfant a été de tout temps encadré. L'enfant n'est jamais seul. L'enfant est encadré, quelles que soient les circonstances, mais avec l'avènement aujourd'hui des réseaux sociaux, on voit aujourd'hui qu'il y a un développement terrible, n'est-ce pas, de cette éducation-là. Il y a, je l'ai dit sur beaucoup de plateaux,
Aujourd'hui, on est en train de vivre, n'est-ce pas, une crise extrêmement aiguë au sein, n'est-ce pas, tout simplement de cette communauté dont parlait tout à l'heure le docteur Colli. Alors donc, le concours général, au mot là-dessus, qui est le concours général, c'est votre affaire, professeur Lamanmaï. On sait que le concours général 2024, hein, c'est, si je ne m'abuse, 112 distinctions qui vont être attribuées, dont 50,9% aux filles. Les meilleurs élèves du Sénégal fêtés donc mardi prochain au Grand Théâtre de Dakar. Tout est fin prêt? Tout est fin prêt, Alimou. Je crois que faudra remercier quand même Monsieur le ministre de l'Éducation nationale qui, sur instruction du président de la République, a quand même mis tous les moyens pour la réussite de cette 52e édition du concours général. Je rappelle que le concours général sénégalais, le décret donc est de 1960, mais la première édition a eu lieu en 1966. Et que ce concours général, c'est vraiment la célébration de l'excellence, des excellences. Aujourd'hui, tout est fin prêt. Le parrain cette année, c'est le professeur Mamadou Sankaré, professeur émérite des universités, professeur de mathématiques, qui a été directeur général de l'enseignement supérieur. Et les innovations, 2 grandes innovations ont été apportées quand même cette année. Il y a un livre donc qui retrace l'histoire du concours général, l'histoire de l'excellence d'une manière générale, en 2 tomes, qui va donc regrouper l'ensemble des discours d'usage, l'ensemble des palmarès, l'ensemble des thèmes et l'ensemble des parrains, n'est-ce pas, qui ont eu à marquer, n'est-ce pas, ce concours général. Et c'est vraiment extrêmement important de relire les discours du président Senghor, les discours du président Abdou Diouf, les discours du président Abdoulaye Wade, les discours du président Macky Sall et le discours du président Bassirou Diomaye Faye qui sera lu, n'est-ce pas, devant les élèves et devant la communauté le 30, Inch'Allah, n'est-ce pas, tout au Grand Théâtre. Il y a aussi une plateforme qui a été créée et qui est dédiée et qui retrace nos lauréats du concours général. Parce que souvent, on a des difficultés à retrouver qui sont-ils, où sont-ils. Aujourd'hui, ils s'inscrivent. La plateforme est ouverte et les gens s'inscrivent au plan international, au plan national. Et là, on a véritablement pisté, n'est-ce pas, ces lauréats du concours général qui excellent aujourd'hui dans le monde. Hein. Oui, Jean-Martin. Vous avez compris, moi j'aime bien ce que je viens d'entendre parce qu'il y a 2 choses. Il y a une symbolique. La symbolique, c'est cette symbolique d'un pays qui reconnaît du point de vue scolaire ceux qui chez lui sont les meilleurs. Ça me paraît utile de le dire, de le faire, de le célébrer. C'est extrêmement fort comme élément. Il y a une deuxième symbolique, c'est l'incitation. L'incitation par les pairs. Et tout à l'heure, on en parlait pour l'immigration, on peut aussi en parler pour l'école. Le voisin a le concours général, la voisine a le concours général, on te dit, mais tu as vu, c'est ainsi de suite. Et ça, c'est utile, c'est important, et j'aime bien le fait que ce soit porté institutionnellement, par le sommet, pour le pays. Et ça, c'est un acte fort d'engagement. Moi, je souhaite qu'on le préserve. Je souhaite qu'on continue à inscrire nos enfants dans ce sens et que les écoles continuent à travailler dans ce sens qui consiste à valoriser le meilleur pour inciter d'autres à vouloir être les meilleurs. Est-ce que ça joue réellement ce rôle-là d'incitation? Parce qu'on sait que les bons continuent d'être bons, on l'a vu au bac. Ceux qui sont moyens ou ceux qui ne sont pas du tout bons continuent à rester très mauvais. Et c'est la majorité, on l'a vu. Aujourd'hui, dans ce concours général-là, en dehors des réussites traditionnelles, des réussites classiques que l'on connaît, mais on a aujourd'hui des gens qui viennent de l'intérieur et qui excellent. Non, je ne parle pas de ceux qui ont réussi, je parle surtout de ceux qui... Les parcours. Des parcours des jeunes bacheliers ou de... Non, ça, sur ce point-là, des élèves quand même qui ne réussissent pas au bac, qui ont du mal à avoir même la moyenne de 9 ou 10. On le voit. Je pourrais vous en parler. Je pourrais vous en parler parce que ce soit les diplômes de fin de cycle sont des passages importants. J'ai eu à le dire une fois. Et comme c'est des passages importants, des fois, ils peuvent ne pas forcément être reflets dans le parcours de l'étudiant ou de l'élève. Un élève peut avoir été brillant en terminale. Le jour du bac, il a une faiblesse. Pendant 2-3 jours, ça arrive qu'il échoue. Pas qu'il soit mauvais. Et donc, je crois qu'il est intéressant, je l'ai vu dans d'autres pays, d'intégrer par rapport au bac le parcours comme un élément d'appréciation de la qualité et de la valeur de l'étudiant, l'examen final venant s'ajouter au parcours pour ne pas nuire à quelqu'un qui le jour J a une mauvaise performance. Ça me paraît utile. Maintenant, si vous voulez me poser la question de qui réussit selon les appartenances catégorielles, on peut en discuter. De manière classique et traditionnelle, dans nos pays, les individus qui ont des taux de réussite les plus poussés dans ces examens-là, eux ne le cachons pas, ce sont les fils d'enseignants. Pour une raison simple,
leurs parents enseignent, connaissent ce système, les éléments de transmission se font dans les familles, donc ils sont plus à même et ils sont plus outillés, pas plus intelligents, mais je dirais bien plus outillés dans la connaissance du système, du dispositif et dans les manières d'apprendre. Ça veut simplement dire, plus votre milieu est favorable à la réussite scolaire, là elle est scolaire, pas sociale, et plus vous réussirez. J'avais voulu parler de Bourdieu là. Ah, vous avez compris. Oui, d'accord. Et donc cette influence-là, ne la sous-estimons pas. Elle joue en faveur des enfants de ces milieux-là. Mais les institutions scolaires, les milieux familiaux, les milieux communautaires mettent en place des dispositifs. Je peux en témoigner dans mon quartier. Nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement des élèves pour renforcer celles et ceux qui n'ont pas les moyens forcément chez eux d'être accompagnés gratuitement. Et donc nous les soutenons, nous faisons de l'accompagnement scolaire, nous faisons du suivi scolaire pour donner. Ça veut simplement dire que les institutions jouent un rôle, mais n'oublions jamais que nous, en tant que communauté citoyenne, nous avons aussi un rôle à jouer dans ce sens. Donc on n'est pas sur un déterminisme absolu. Hein. Moi je crois que c'est ça, c'est tout cela qu'on appelle aujourd'hui la société éducative. Voilà. Ce n'est pas simplement l'institutionnel, mais ce sont les communautés, ce sont les collectivités, et c'est important. En dehors de ces conditions d'existence sociale, il y a tout un écosystème favorable qui fait que l'enfant, n'est-ce pas, a toutes les chances aujourd'hui de réussir. L'année dernière, on a eu un malvoyant qui nous a fait une mention. On a eu un sourd-muet qui nous vient d'un lycée de Ziguinchor, le lycée de Djibidjon, qui nous a fait une mention. Mais cette année aussi, nous avons, n'est-ce pas, une fille qui a obtenu le premier prix de physique et le premier prix de mathématiques et qui est la meilleure élève des classes de première. Nous avons le meilleur élève des classes de terminale qui nous vient du lycée Charles Thioréré de Saint-Louis, le Britannique militaire, qui nous fait le premier prix d'histoire et le premier prix de géographie. Et il y a d'autres réussites qui sont aussi des réussites intérieures. Il y a des réussites, n'est-ce pas, de l'inclusion aussi. Et je crois que c'est tout cela qui fait que, en tout cas, nous avons un système vraiment qui marche bien. Oui. Alors oui, donc on va évoluer et parler un peu de nos sociétés, hein, de nos entreprises, qui certaines qui ferment boutique. Hein, la société de Paris en ligne, Premier Bet, qui va fermer ses portes au Sénégal. D'après une source qui fait partie des délégués du personnel, le directeur et son adjoint ont fait part des problèmes qu'ils ont avec le fisc sénégalais, et ceux qui ne plus être en mesure de payer le montant dû après un redressement fiscal. C'est pas nouveau. On voit que beaucoup d'entreprises, en tout cas les entreprises de la presse, sont dans une situation difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu du fisc sénégalais? Est-ce que on peut, la question peut-être qu'on peut poser, le fisc sénégalais pose-t-il problème? Alimou, je ne suis pas un spécialiste moi du fisc. Je crois que je ne pourrais simplement dire que, en tout cas, le civisme fiscal, j'y crois. Maintenant, il faudra peut-être voir quel est l'entourage de la question et peut-être réfléchir là-dessus. Mais à mon avis, c'est des questions sur lesquelles je ne peux pas m'aventurer. Oui, docteur. Sur le principe, pour moi, quand on parle de fisc, on parle d'un principe de solidarité nationale. À savoir la contribution à un effort pour faire en sorte que nous puissions avoir des infrastructures. Moi, c'est le premier élément de principe. Je ne connais pas le fond du dossier, donc n'attendez pas que je me prononce sur le fond, parce que moi, je ne m'aventure pas sur des domaines qui ne sont pas les miens. Je parle du principe et je parle de cette contribution. Maintenant, le pourquoi du comment, de vous à moi, monsieur, je n'ai pas les éléments d'approbation de cette situation-là. Et donc, je ne serai pas en mesure de vous dire... On parle de pression fiscale sur les entreprises sénégalaises. Et certaines ne peuvent pas payer. Et elles menacent de fermer leurs portes. C'est ça le problème. Oui, j'entends comme vous et moi ces éléments-là. Mais quand on n'a pas d'éléments d'appréciation de la situation, d'après ce que je sais... La collecte du fisc ne se passe pas sur la place publique. Nous n'avons pas les éléments d'approbation publique. C'est entre une structure nationale qu'on appelle celle qui collecte les impôts et des entreprises qui ont des obligations fiscales. Voilà, d'où le propos du professeur. Reste à savoir ce qu'il en est. Ce que je peux en dire, c'est qu'il va falloir que les choses se passent dans un système d'accompagnement et de concertation. Voilà, pour que la contribution puisse se faire. Mais d'aucune manière, je ne suis pas de celles et ceux qui opposent les uns aux autres dans une logique d'affrontement et frontal.
Je suis beaucoup plus partisan des concertations. La question, la problématique qui est là, c'est la perte d'emploi, la peur de la perte d'emploi au Sénégal. Depuis qu'il y a un peu cette pression fiscale sur les entreprises, depuis que ces nouvelles autorités sont là, on voit que, en tout cas dans le domaine des médias, c'est devenu un problème. Dans d'autres sociétés aussi, c'est des problèmes. Est-ce que aujourd'hui, peut-être, il faudrait pas revoir cette pression fiscale pour éviter d'en venir à une situation où on perdrait des emplois? C'est ce que j'allais vous dire, parce que ce soit l'entreprise en question ou l'État en question, ils ont intérêt à ce que les emplois soient préservés. Les emplois sont des éléments de vitalité sociale et de vitalité économique. Voilà, d'où les raisons de rester dans une logique de concertation. Nul n'a intérêt dans une entreprise qui a préexisté par ailleurs que des emplois soient perdus pour des questions fiscales. Il est possible, je le pense, d'être dans une logique de concertation, voire même de pouvoir le faire de manière progressive, surtout pour préserver l'emploi dans des pays où l'emploi est rare. Lamane Baye, sur la question de cette perte d'emploi qu'on pourrait noter dans cette société de Paris en ligne Primebet qui entre 800 et 900 emplois selon ce qui est dit. Oui, je crois que, comme l'a dit tout à l'heure mon ami et frère le docteur Colli, on ne peut pas aujourd'hui chercher des emplois, promouvoir l'emploi et en perdre. Je crois qu'il faut aujourd'hui quand même de larges concertations. Voilà. Il faut aujourd'hui en tout cas un dialogue permanent, inclusif sur ces questions-là, afin, n'est-ce pas, tout simplement de permettre d'avoir véritablement, en tout cas, un cadre adéquat pour la préservation de l'emploi d'une part, mais également pour le respect des obligations de l'autre. Qui doit engager le dialogue? Les deux parties. Les deux parties. Oui. Nous sommes dans un État avec des institutions qui, à mon avis, discutent ou doivent discuter. De mon point de vue, rien n'est fini. Tant que des emplois sont en jeu, les autorités nationales, c'est de leur responsabilité. À mon avis, on se devoir, c'est de volonté de préserver l'employabilité dans les moyens qui leur sont donnés. Et donc, les deux parties doivent engager des discussions pour faire en sorte qu'on puisse sortir de ces questions-là par le haut. Et surtout pas les voir uniquement sous l'angle coercitif, parce que l'impôt est une contrainte, mais l'impôt aussi est une solidarité. Ne l'oublions jamais. Et on dit aussi que trop d'impôts, tu l'impôt. Oui, ça c'est une expression. Je connais pas les taux d'imposition, les niveaux d'imposition, mais il faut que les deux aient ensemble, quoi. Que de l'impôt serve à la solidarité nationale, parce que nous avons besoin de cela pour que nos pays aient des infrastructures à la hauteur. Donc c'est un engagement entre deux parties. L'employeur qui, lui, doit être redevable d'un État, l'État qui collecte à des fins d'investissement public. Un dernier mot, professeur Lamane. Remercier en tout cas tout le monde, remercier les éditeurs qui nous écoutent, et puis voilà, remercier M. Colli, avec qui donc nous avons débattu sur des questions fondamentales, des questions extrêmement importantes, qui sont aujourd'hui de nature véritablement à être élucidées pour la bonne marche, n'est-ce pas? Sur le concours général, surtout. Le concours général, encore une fois, on est prêt à l'immour, merci de nous relancer. En tout cas, donc, tout le monde est attendu le mardi 30 juillet au Grand Théâtre d'Oudounia.